Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. La région d'Ali-Sabi a organisé une soirée culturelle et musicale à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. À Gaza, des milliers de Gazaouis fuient encore Khan Younes. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. À Ali-Sabi, au deuxième jour du séjour de la délégation des jeunes conduite par le ministère de la Jeunesse et de la Culture dans la région Assadjoug, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale, une soirée culturelle et musicale a été organisée au sein du camp d'hébergement de ces jeunes. Une soirée organisée sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Ibn Moumin Assowe. Une soirée haute en couleur qui a vu la participation des autorités de la région d'Ali-Sabi, des parlementaires, des cadres du MJC et de nombreux jeunes. Au menu de cette soirée, des chansons prônant l'unité, la paix et l'amour de sa patrie, des danses folkloriques et modernes. Ce samedi 10 août a eu lieu le lancement du premier forum national de jeunes sur la justice climatique, organisé par le mouvement de la jeunesse unie indivisible en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable de Djibouti, avec le soutien de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique et la coordination des agences des Nations Unies. Ce forum a rassemblé quelques centaines de jeunes provenant de tous les horizons de la capitale ainsi que dans les régions de l'intérieur pour discuter autour de multiples thèmes relatifs à la justice climatique. Ce premier forum des jeunes sur la justice climatique a eu le soutien indéfectible de plusieurs entités, à savoir le PACJA, Alliance panafricaine pour la justice climatique, le Social Change Factory, le ICAR et ainsi le MEDD. En ont affirmé leur détermination à lutter contre les effets du changement climatique en Afrique et en particulier à Djibouti. La lutte pour la justice climatique a été au centre des discussions et des débats animés. Ce forum avait comme objectif de créer un cadre de partage de connaissances et de bonnes pratiques autour de la justice climatique afin de mieux comprendre les défis qui sont liés dans différents contextes et d'identifier les meilleures pratiques pour y faire face. Objectif commun. Affronter l'un des défis les plus urgents de notre époque, le changement climatique, et garantir que nos actions d'aujourd'hui assurent un avenir juste et durable pour tous. Ce forum offre l'opportunité de mettre en avant l'importance de la justice climatique et de souligner le rôle essentiel des jeunes dans la quête d'un avenir plus équitable et durable. La justice climatique repose sur l'équité et sur les droits humains. Reconnaissant que les communautés les plus vulnérables, bien que moins responsables des émissions, sont les plus durement touchées par le changement climatique. À Djibouti, les jeunes, les femmes et les populations rurales sont particulièrement affectées par des crises comme la sécheresse, la désertification, l'élévation du niveau de la mer et les vagues de chaleur, menaçant leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance.
Les Nations Unies soutiennent ces efforts en facilitant l'accès des organisations de la société civile au financement, notamment via le programme TADAMON du PNUD, et en intégrant les jeunes dans les décisions climatiques. On écoute à présent un extrait de l'intervention du président du mouvement de la jeunesse unie et indivisible, M. Mogola. Nous sommes réunis ici aujourd'hui animés par une même conviction pour discuter d'un enjeu qui nous concerne tous, les changements climatiques. Les changements climatiques n'est plus une menace lointaine, c'est une réalité qui impacte déjà notre quotidien, notamment par des précipitations imprévisibles, par des inondations, par des vagues de chaleur et des sécheresses successives. Elle est l'un des plus grands défis de notre époque. Elle affecte aussi chaque aspect de notre vie, de notre environnement, en passant par notre santé et notre bien-être. Ces phénomènes ne sont plus des menaces lointaines, mais en réalité qui impactent déjà notre quotidien. Donc le changement climatique est la plus grande menace. Il ne connaît pas de frontières, il ne fait aucune distinction entre les pays et entre les peuples. La justice climatique est au cœur de ces défis. Les pays les plus vulnérables, ceux qui ont le moins contribué au réchauffement climatique, sont les premiers à en subir les conséquences. C'est une injustice que nous devons corriger ensemble. En tant que jeunesse djiboutienne, nous sommes en première ligne de ce combat. Nous sommes les plus touchés par les conséquences des changements climatiques, mais nous sommes aussi les premiers à pouvoir agir et apporter des solutions. C'est pourquoi je vous encourage à saisir cette opportunité pour échanger, partager vos idées, vos expériences et vos connaissances et construire ensemble un avenir plus résilient. Voici à présent le secrétaire général auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable. On est en train de voir que les jeunes s'impliquent dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi se mobilisent pour la justice climatique, qui est très important au niveau international et en Afrique en particulier. Donc je félicite le mouvement de la jeunesse unie et indivisible pour avoir organisé ce forum très important. En particulier son président, M. Ahmed Mogola. Votre présence à ce forum témoigne de votre engagement sans faille pour l'avenir de notre pays. Notre pays, Djibouti, est en première ligne des impacts du changement climatique. La hausse des températures, la sécheresse, les inondations et les précipitations imprévisibles menacent notre environnement, notre économie et notre mode de vie. Mais face à ce défi, nous avons une chance unique, celle de bâtir un avenir meilleur, plus durable et plus résilient. L'Afrique ne représente que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est l'Afrique qui a le moins contribué au changement climatique, qui subit de plein fouet les conséquences dramatiques du réchauffement global. Cette injustice est criante et nous appelle à agir avec détermination. La justice climatique, c'est reconnaître cette inégalité et exiger que les plus grands émetteurs assument leurs responsabilités. C'est aussi défendre la justice climatique, c'est aussi défendre les droits des populations les plus vulnérables, celles qui souffrent le plus des conséquences du changement climatique sans en être responsables. Et c'est précisément pour cette raison que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Votre génération porte en elle l'espoir d'un monde meilleur. Votre énergie, votre créativité et votre détermination sont les clés pour relever les défis du changement climatique. Le gouvernement djiboutien est pleinement conscient de l'urgence d'agir. Nous avons mis en place des politiques ambitieuses pour protéger notre environnement et promouvoir un développement durable. Mais nous savons que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de vous, les jeunes, pour nous accompagner dans cette transition. De son côté, le ministère de l'Environnement est disponible et prêt à soutenir les jeunes et les associations qui luttent contre les effets du changement climatique. Voici une réaction recueillie auprès d'un participant. On écoute. D'avoir été associé à cette belle initiative qu'est le Forum national des jeunes en faveur de la justice climatique. Nous croyons que ce moment est un beau cadre de réflexion, de partage d'expériences et surtout de prise d'initiative
de la jeunesse djiboutienne pour adresser les défis liés à la justice climatique. Ce matin, nous avons passé un agréable moment d'ouverture avec des allocutions. Et je voudrais ici remercier le mouvement de la jeunesse une et indivisible de Djibouti, ainsi que le gouvernement qui crée ce cadre-là. C'est une grosse opportunité pour la jeunesse djiboutienne, ainsi que pour les acteurs et les membres de l'écosystème liés à la protection de l'environnement. Grand format de ce journal à présent. Depuis plusieurs années, la République de Djibouti œuvre avec détermination pour faire sauter le plafond de verre empêchant les femmes d'exercer pleinement leurs responsabilités. Plutôt que de les briser d'un coup, le chef de l'État et son gouvernement va s'employer à le faire disparaître progressivement, respectant ainsi les traditions d'une société patriarcale. Voici un mag préparé par la rédaction. Depuis plusieurs années, la République de Djibouti œuvre avec détermination pour faire sauter le plafond de verre empêchant les femmes d'exercer pleinement leurs responsabilités. Plutôt que de le briser d'un coup, le chef de l'État et son gouvernement vont s'employer à le faire disparaître progressivement, respectant ainsi les traditions d'une société patriarcale, une révolution discrète et profonde qui accompagne l'ère du temps. La volonté politique du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, soutenu par le leadership associatif de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, a grandement accéléré l'intégration des femmes dans le développement national, notamment en référence aux recommandations de Beijing. Cette dynamique s'est traduite par la transformation des simples directions de la promotion de la femme en un ministère de la femme et de la famille indépendante qui se veut inclusif. Sous l'égide du président, le rôle des femmes djiboutiennes dans les sphères politiques, socio-économiques a connu une avancée spectaculaire. C'est le début d'un élan décisif pour l'émancipation des femmes djiboutiennes. En 2000, les orientations politiques du président Guelleh avec le soutien de la première dame commencent à donner des résultats probants dans la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales et les mariages forcés. En 2002, le Code de la famille et la stratégie nationale d'intégration de la femme dans le développement voient le jour. L'année 2003 marque l'instauration d'un quota de 10% pour les femmes dans l'administration et l'Assemblée nationale. Cette mesure permet aux femmes de pénétrer les sphères politiques et diplomatiques. En 2008, le ministère devient pleinement compétent, intitulé Ministère de la promotion de la femme, du bien-être familial et des affaires sociales. Le quota féminin est alors relevé à 20%, ouvrant la voie aux femmes à la tête des partis politiques. Depuis le 10 janvier 2018, Djibouti a vécu un tournant décisif dans l'intégration des femmes au niveau décisionnel. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, un quota de 25% des femmes dans la représentation nationale a été instauré. L'Assemblée nationale, issue des élections de février 2018, compte désormais 16 femmes députées sur 65, contre seulement 7 auparavant. Cette avancée démocratique sans précédent va témoigner de la ferme volonté politique, voire les femmes jouer un rôle clé dans la prise de décision, en ligne avec l'engagement continu de la première dame pour la cause féminine. Au niveau ministériel, le nombre des femmes ministres triple, passant de 2 à 6 dans le gouvernement. Un record pour Djibouti et une preuve de la bonne gouvernance du président de la République. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, sous la présidence de Mme Khadra Mohamed Haïd, va jouer un rôle crucial de cette transformation. Le porte-voix national en faveur de la cause des femmes a toujours contribué activement à la métamorphose du statut de la place des femmes djiboutiennes. De son côté, la première dame ne ménagera aucun effort pour promouvoir la promotion, la protection et le développement et la transformation des femmes à travers des actions sociales élargies. Des programmes de développement et assistance sociale se sont multipliés, incluant l'alphabétisation, l'éducation des jeunes filles, la formation professionnelle et la lutte contre les violences faites aux femmes. L'UNFD, au fil des années, est devenu un organe incontournable de mobilisation et de dialogue social. Aujourd'hui, grâce aux efforts concertés du président de la République et de la première dame, la femme djiboutienne occupe toutes les fonctions égalant les hommes. Elles sont officiers, pilotes, ambassadrices, juristes, médecins et chefs d'entreprise. La République de Djibouti s'engage résolument vers l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5 sur l'égalité des sexes. Au fil des années, il est clair que la femme djiboutienne est devenue un pilier du développement national. Aujourd'hui, reflétant la société djiboutienne et en pleine mutation, est prête à affronter les défis du XXIe siècle avec un optimisme renouvelé, une détermination inébranlable.
C'est dans la journée du mercredi 7 août 2024 que le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a abrité une cérémonie de clôture d'une formation sur le thème de la gestion de la sécurité à bord des navires. Cette cérémonie, présidée par le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte, s'est déroulée en présence de M. Kado, représentant adjoint de l'agence japonaise de coopération internationale JICA à Djibouti, du vice-amiral Kagami, chef d'équipe de l'association japonaise de la sécurité maritime, ainsi que des officiers de la garde-côte djiboutienne. Cette formation portait essentiellement sur le renforcement des savoir-faire et des compétences sur les techniques et matelotage, des luttes contre l'incendie de remorquage et les techniques de sauvetage en mer. Dans une allocution prononcée en cette occasion, le colonel Waïs Omar Boghoré a particulièrement rappelé que cette formation a été menée par des instructeurs de la garde-côte djiboutienne qui ont transmis leurs connaissances à leurs collègues. Il a tenu à remercier la JICA et le JAMS pour leur soutien et leur précieuse intervention dans la réussite de cette formation. Le représentant de la JICA a pour sa part exprimé sa satisfaction dans l'excellence du partenariat entre la JICA et la garde-côte djiboutienne, notamment dans le domaine de la formation. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie de clôture de formation dispensée par les membres de JAMS dans le cadre du projet de coopération phase 3. Ces formations sont en effet la suite de formations organisées auparavant. Elles permettront de mieux préparer les équipements différents d'intervention de la garde-côte djiboutienne dans ses activités de sécurité maritime. C'est dans cette optique que les formations préparent de courses techniques sont importantes et adaptées aux besoins que vous permettront ainsi de mieux répondre aux situations de détresse en mer. Durant la formation, les experts de JAMS ont beaucoup mis l'accent sur l'importance de précautions à prendre pour éviter les actions en mer et également sur la bonne gestion du navire. On écoute à présent le colonel Waïs Omar Boghoré. C'est un immense plaisir pour moi de participer avec vous à la cérémonie de clôture de cette formation sur la gestion de la sécurité à bord des navires, dispensée aux profits membres de la garde-côte djiboutienne par les JAMS et par les Japon en général et des JICA. La formation de nos personnels est une priorité au sein de notre institution et ces différentes formations de qualité vont leur permettre de renforcer leur savoir-faire et leurs compétences sur les techniques de remorquage, méthodotage et lutte contre les incendies. Cette formation a un caractère spécial car elle permet aux instructeurs ici de la garde-côte djiboutienne de dispenser leur savoir-faire et leurs connaissances acquis dans cette formation par leurs collègues sous la supervision des experts de l'Association japonaise de sécurité et sûreté maritime. J'ai saisi cette occasion pour renouveler notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement et au grand peuple du Japon pour leur soutien constant et leur foi inébranlable en l'action de notre institution pour sécuriser le domaine maritime djiboutien et celui de la région. Je tiens aussi à remercier le bureau de la JICA à Djibouti
pour leur présence à nos côtés depuis la mise en place, depuis 2010. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association des jeunes de Girori a conclu ses activités sportives estivales dans une ambiance festive marquée par une finale de football mémorable. Après une averse bienvenue, c'est sous un ciel clément que la rencontre s'est clôturée, attirant une foule composée de nombreux invités, des femmes comme des jeunes. L'Assemblée a rassemblé plusieurs personnalités influentes, dont le directeur des régions du secrétariat d'État chargé des sports, M. Omar Hassan Abdullahi, accompagné de sa délégation, ainsi que plusieurs dignitaires du village. Leur présence a souligné l'importance accordée à ce tournoi, qui, au fil des années, est devenu un rendez-vous incontournable pour la communauté de Girori. Le match apparemment disputé a tenu en haleine les spectateurs jusqu'au coup du sifflet. Le suspense et l'intensité de jeu ont fait vibrer le public qui n'a cessé d'encourager les équipes. Finalement, c'est dans une ambiance de liesse que les trophées ont été remis aux acteurs les plus méritants de ce tournoi, récompensant leur engagement et leur talent. En marge de cette compétition, la délégation de la du secrétariat d'État chargé des sports a été accueillie par le chef du village, M. Hassan Mohamed. Ce dernier a profité de l'occasion pour faire part de plusieurs doléances, en particulier concernant les infrastructures sportives. Au nord-ouest des Tadjoura. Nous sommes ici pour clôturer les événements, les activités sportives de l'été. Comme vous le savez, nous avons pratiquement sillonné toutes les régions, les localités de Djibouti. Et actuellement, nous sommes à Girori pour une finale de football entre des meilleures équipes de la localité. Tout au long de notre tournée, nous avons constaté nous avons été servis, que ce soit au niveau du talent, au niveau du spectacle. Plusieurs activités ont été présentées et je remercie tous ceux qui ont collaboré avec nous de près ou de loin, que ce soit les autorités locales, les bénévoles et surtout les partenaires. Ici, nous avons comme objectif de développer les sports dans les régions et dans les localités. Nous avons aussi comme mission d'épanouir la jeunesse, surtout en cette période des vacances, et enfin profiter aussi de détecter les jeunes talents. Comme vous le savez, les régions ont plusieurs talents. Et enfin, nous terminons sur une note positive. Toutes les activités ont été réalisées avec succès. Et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une édition nouvelle avec plus d'ambition. Aux nouvelles mondiales à présent, des milliers de Palestiniens de Khan Younes, la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza, ont été contraints de fuir leur maison après que l'armée israélienne a ordonné une nouvelle évacuation massive. Depuis des mois, cette zone est régulièrement ciblée par des frappes aériennes et des opérations terrestres, augmentant la pression sur les habitants. L'armée israélienne a justifié ces nouvelles évacuations en annonçant qu'elle prévoit de lancer des opérations en réponse aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. Cependant, pour les habitants sur le terrain, l'insécurité est devenue un quotidien insoutenable. Ghazi Aboudaka, qui a déjà été déplacé à plusieurs reprises, témoigne de la situation dramatique. Nous avons maintenant été déplacés 4 fois. Chaque jour, il y a la guerre. Chaque jour, des missiles nous frappent. Il n'y a pas d'endroit sûr dans la région orientale. Nous sommes déplacés dans les rues et nous ne savons pas où aller. Selon les autorités locales, le conflit en cours a déjà coûté la vie à près de 40 000 Palestiniens. Au Brésil à présent, crash d'un avion avec 62 personnes à bord. Il n'y a malheureusement pas de survivants parmi les 62 personnes à bord. Un avion effectuant un vol intérieur au Brésil avec 62 à bord s'est écrasé vendredi dans l'intérieur de l'état de Sao Paulo en annonçant les pompiers et la compagnie aérienne Vopaz. L'avion qui reliait Cascavel dans l'état de Paraná au sud à l'aéroport international de Guarulhos à Sao Paulo s'est écrasé sur la ville de Vinhedo. L'avion est de modèle ATR 72-500. La localité de Vinhedo, de quelques 76 000 habitants, se trouve à quelques 80 km au nord-ouest de Sao Paulo. Un avion vient de tomber sur la ville de Vinhedo dans l'état de Sao Paulo et il semble que tous sont morts, a dit Lula lors d'un événement officiel à Itajaí. Il a fait observer une minute de silence pour les victimes.
Autre actualité internationale, le sport à présent, le JO 2024. La cérémonie de clôture des JO sera marquée dimanche au Stade de France par les temps forts traditionnels, notamment le défilé des athlètes et la remise du drapeau olympique aux organisateurs de Los Angeles 2028. Et comme pour la cérémonie d'ouverture, tous les costumes ont été fabriqués à partir de matériaux recyclés. Après l'audacieuse cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée dans la Seine, le cadre est plus traditionnel, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit ennuyeux. Le directeur artistique est le même, Thomas Joly. Les organisateurs ont récemment déclaré qu'il y aurait plus d'une centaine d'artistes, d'acrobates, de danseurs et d'artistes de cirque. Météo à présent, hier vendredi 9 août 2024, des précipitations importantes ont été enregistrées dans plusieurs régions du pays, alors que Djibouti-Ville a seulement connu une faible pluie. Dans la région d'Arta, la ville a reçu 3 mm de pluie tandis que Damerjok et Loyada ont enregistré chacune 2 mm. La région de Tadjoura a été également touchée par ces précipitations. Tadjoura ville a reçu 12, Randa 9 et Sagalou 5. Dans la région Assadjok, bien que la ville principale n'a enregistré que des traces de pluie, les localités de Goubeto, Holhol, Dasbio ont respectivement reçu 10, 12 et 17 mm. C'est donc la région des Dikil qui ont été les plus marquées. Dans la région de l'unité, Asaïla a enregistré 30 de précipitations, Yoboki 24 mm, Bandara 46 et Gourabous 40. Des pluies diluviennes ont été silennées à Koutabouya et Dakar, provoquant des crues abondantes dans les oueds de la région. L'Agence météorologique nationale a indiqué que ces conditions pluvieuses pourraient persister au cours des prochains jours. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.